on va entamer le cœur de un petit peu du module numéro 1 de cette formation, c'est les bases, les qawa'id et les outils du contrôle qualité en biologie médicale. Donc, il y aura un autre module, on va détailler, par exemple, aujourd'hui, on ne va pas détailler, on ne va pas faire un atelier, un exercice sur les règles de Westgate, par exemple. On ne va pas le faire parce que ça va prendre un peu de temps. Et avant de le faire, en général, on fait ses bases et ses outils. Et on situe le contrôle qualité. Donc, qui m'a donné là, au début, les résultats de la biologie médicale participent dans plus de 70% des cas à la prise de décision diagnostique. Un diabète, c'est le laboratoire qui le déclare. Ce n'est pas le clinicien. La même chose, une anémie, hein, ce n'est pas la pâleur, c'est le taux d'hémoglobine. Le Covid aussi, ce n'est pas le réanimateur ou ce n'est pas l'infection qui dit que le patient il a du Covid, c'est le laboratoire qui fait son diagnostic, hein, et qui fait aussi son suivi. Donc il y a par exemple une CRP à faire, un DHA à faire, ferritinine à faire, des didymères à faire, des lymphocytes à faire, etc. Des anticorps à faire. Voilà. Donc thérapeutique, pronostic et aussi de prévention. Donc le laboratoire, il a un rôle important. En d'autres termes, vous vous êtes en train de nous écouter, de participer activement, vous avez un rôle important, incontournable dans la prise en charge du patient dans nos hôpitaux. Donc il est important de maîtriser la biologie médicale dans tous ces aspects. Là, je vais reformuler la formule du processus. Le laboratoire d'analyse de biologie médicale qui transforme les échantillons biologiques et les informations associées, c'est-à-dire les demandes. En général, les demandes, il y a des renseignements cliniques, par exemple. En résultat, doit accorder une importance capitale aux besoins du prescripteur et du patient. Comme l'exemple du délai. C'est contractuel. Hein? Une glycémie en urgence, vous livrez dans les laboratoires, ou une glycémie en routine, la même chose. Hein? Une calémie, la même chose, un ECBU, la même chose, etc. La mise en place d'un système qualité au laboratoire permet de satisfaire ces besoins. Donc finalement, ce n'est pas le contrôle, c'est tout le système qualité. C'est tout le système qualité qu'on va voir plus tard. Hein. C'est pour situer le contrôle qualité qui est un élément fondamental du système qualité. Donc, ça ne sert à rien pour un bon contrôle qualité, fiabilité du résultat. Mais au lieu d'envoyer le résultat à la gynécologie, c'est pour l'ophtalmologie. Donc, etc. Donc ça, c'est important. Donc, le contrôle qualité est un élément du système qualité. L'analyse du processus de mesure, qui concerne surtout le traitement analytique, permet d'identifier les facteurs d'influence susceptibles d'introduire une variation sur le résultat. Donc là, le contrôle qualité constitue la validation continue. Validation continue. Hein? Donc, continue jour par jour, jour pour jour. Day after day. C'est ça. C'est une validation continue du processus analytique, effet suite, donc Jim Beck, la vérification et la validation initiale de la méthode. Quand je fais le programme, proposé aujourd'hui, qu'il y a des questions-réponses, on va donner la généralité sur la qualité, ou donc les bases et les méthodes et les outils de contrôle, où à la fin, avec les exemples, on va voir la vérification, la validation initiale de la méthode. D'accord? Donc, le contrôle qualité, donc, malheureusement, c'est le cas. Hein, je parle de plusieurs expériences, dans plusieurs services, dans plusieurs laboratoires, pas uniquement aussi dans le public, pas uniquement dans
vérifier. Donc on fait le contrôle bien après qu'on a travaillé sur l'appareil. Alors qu'on n'a pas bien, on fait juste un étalonnage, mais sans vérifier les performances de la méthode. On doit être d'accord qu'il y a deux types de résultats. Des résultats quantitatifs, par exemple le taux de glycémie, c'est une valeur, hein, un taux de plaquettes, hein, c'est une valeur, et des résultats qualitatifs, c'est-à-dire présents, absents, positifs, négatifs, etc. Et il y a aussi des résultats semi-qualitatifs. Semi-qualitatifs, par exemple un titrage, 1 sur 4, 1 sur 8, hein, on fait une estimation 3, etc. Hein, des échelles. Et les signaux qui m'a les densités optiques pour les techniques ELISA, la technique ELISA peut être positive et négative. Donc peut être quantitatif. C'est-à-dire si on va évaluer la densité optique. Les techniques sérologiques, c'est des techniques qualitatives en général. Mais on peut utiliser, par exemple, les règles de Westphal, hein, pour suivre la densité optique des signes. Donc le contrôle qualité concerne tous les laboratoires, quelle que soit la spécialité, la discipline biologique. Donc on doit distinguer deux types de contrôle qualité. Le contrôle interne et le contrôle externe. Le contrôle interne, il se fait sous laboratoire des échantillons de contrôle qui mettent tout, normaux, pathologiques, etc., qui permet de vérification du système analytique, qui permet de faire une validation des résultats et la prévention des erreurs. Réalisée en interne, on utilise des matériaux de contrôle. Ces matériaux de contrôle peuvent être, par exemple, des échantillons de contrôle, des séances de contrôle, etc., achetés de façon commerciale. En général, c'est des lyophilisés. Ils peuvent être des échantillons, par exemple, un échantillon ou des échantillons congelés, hein, avec des valeurs consignées. Ces matériaux de contrôle peuvent être uniparamétriques, ça peut être multiparamétrique, c'est-à-dire un échantillon fait plusieurs analytes connues. L'évaluation externe, elle concerne l'évaluation des performances d'un labo. Il y a aussi la comparaison interlaboratoire qui rentre en jeu et utilise des matériaux de contrôle externes avec des résultats inconnus. Donc là, c'est un examen. Hein? Examen avec un échantillon, un abonnement. Donc, je vous donne un exemple à la fin. Un abonnement, et on va saisir les données. On va dire, il y a peut-être un résultat. Est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est mauvais? Voilà. Donc, on va parler du contrôle interne. Donc, réalisé à l'aide d'échantillons de contrôle lors de la mesure d'échantillons biologiques pour vérifier la maîtrise du processus analytique. Donc, idem, on n'entend que la série. Mais dès que je vais vérifier par l'ordinateur, l'interprétation se fera en fonction de limites de tolérance. Donc, là, le laboratoire doit préciser quelle est la limite de tolérance déterminée selon un protocole préétabli. Je ne sais pas si vous avez j'accepte, demain à l'aise, je n'accepte pas. Non. Donc là, ça doit être préétabli. Et c'est ça. Et donc, le point faible, car la plupart des laboratoires, c'est un protocole bien établi, un enregistrement de contrôle, des contrôles qualité, il le suit. Donc, la comparaison interlaboratoire, hein, donc, c'est l'organisation, l'exécution et l'évaluation de surage ou d'essais sur la même entité ou sur des entités similaires par deux laboratoires au plus. Le laboratoire doit participer à des comparaisons, ça c'est une exigence de la norme ISO 15189 concernant le laboratoire d'analyse. Elle exige donc que le laboratoire doit, chauffe la norme, il faut, en général, il y a trois niveaux. Il y a doit, c'est obligatoire. Qui va
marquage, c'est une non-conformité majeure. Il y a aussi, voilà. Donc, il y a aussi, il convient que, il y a, par exemple, le laboratoire il convient que le laboratoire fait ça. Il y a aussi, il est permis, il convient que qu'il y a c'est une recommandation. C'est-à-dire, c'est possible. Donc, il y a un droit, obligatoire. C'est obligatoire. Donc, le laboratoire doit participer à des comparaisons interlaboratoires, telles que celles organisées dans le cadre de programmes d'évaluation externe de la qualité. Donc, c'est obligatoire. Même la loi de santé 2018 et la modification de décembre, je pense, la fin 2020, elle précise que le laboratoire doit faire un contrôle externe de la qualité. C'est-à-dire, on a l'application mais c'est à la charge du ministère de la Santé d'organiser ces contrôles. Donc, c'est obligatoire actuellement. Je viens de la loi, mais je suis un arrêté. Donc, il est important de faire ce contrôle qualité. Donc, l'évaluation externe de qualité, c'est une procédure d'évaluation des performances d'un laboratoire par le biais d'une comparaison interlaboratoire et réalisée par un organisateur. Un organisateur peut être un organisateur public, ça peut être privé, ça peut être un examen, un organisme étranger, que ce soit privé ou professionnel, ça peut être l'OMS, ça peut être, etc. etc. Donc, on passe maintenant aux objectifs du contrôle qualité des méthodes analytiques. Voilà, nous avons 3 objectifs. Premièrement, c'est le contrôle de l'étalonnage. Deuxièmement, la maîtrise du suivi du processus analytique à l'aide de cartes de contrôle. Comme je partage ma connexion de mon téléphone par rapport au problème que j'ai à l'Institut médical, portable sur des chargeurs fluides. Donc, on a dit le premier objectif, c'est le contrôle de l'étalonnage. Le deuxième objectif, c'est la maîtrise du suivi dans le temps du processus analytique à l'aide des cartes. Mais ça ne veut pas dire donc on doit suivre ça. Donc pour vérifier la conformité des résultats en temps réel, détecter les erreurs et les corriger. Mais ce qui est important, le contrôle qualité, il permet de prévenir les erreurs. On peut des erreurs aussi s'il y a des dérives et des variables. Donc, il permet aussi de prévenir les erreurs. Si par exemple, une valeur du contrôle, j'ai à la moyenne, jour, demain, après-demain, la semaine prochaine, et donc, les résultats, il y a un problème peut-être le butage, problème réactif, problème le capteur, la lampe, problème le détecteur, etc. Donc là, le contrôle qualité, si on le suit, il permet surtout une technique quantitative. Donc les méthodes quantitatives, il permet d'identifier ces dérives, ces variables, ces composantes. Le troisième objectif, qui n'a pas discuté la partie du c'est la vérification des performances de la méthode.
Donc on fait, on a normalement une idée qui m'agit l'équipement, qui m'agit réactif HD, qui on lance la méthode. Il contrôle, ou là si on fait des modifications importantes, il contrôle la fidélité intermédiaire, il contrôle la justesse ou l'exactitude, et l'estimation de l'incertitude. Il y a trois objectifs: contrôle l'étalonnage, maîtrise du suivi du processus analytique, l'écart de contrôle, le midjaining, etc. Et troisième objectif, vérification des performances de la méthode. Pour les méthodes qualitatives, donc pour les examens qualitatifs, la maîtrise des résultats du processus analytique pourra être plus complexe. Il faut dire que c'est beaucoup plus difficile que les contrôles, que les méthodes quantitatives. La méthode quantitative, c'est une valeur, un chiffre. Qualitatif, c'est positif, négatif, présent, absent. Et là, c'est plus difficile. C'est vraiment plus difficile. Donc, pourra être plus complexe. Pour les examens de type quantitatif, et nécessitera la mise en œuvre de moyens divers. Autre, je dis bien autre, même on doit utiliser le contrôle appel contrôle externe, mais on doit utiliser par exemple l'analyse du risque. On va utiliser des méthodes de contrôle, par exemple le pilotage, etc. On doit des comptes. Les sources de variation sont nombreuses et les différentes étapes du processus seront à maîtriser. Donc, j'ai le rôle important. Donc, on doit maîtriser la source des variations. Mais j'ai le rôle important des laboratoires, surtout les plus anciens, ou même les jeunes qui sont éveillés. Donc, le rôle, parce qu'ils sont en contact avec l'échantillon, avec les machines, avec les instruments, donc là, ils ont un retour d'expérience, par rapport aux sources de variation. Donc là, on ne peut pas faire un système qualité, puis un laboratoire, sans prendre en considération le retour d'expérience des principaux utilisateurs, surtout les laboratoires. Parce que c'est la réalité, c'est la pratique. Peut-être il y a des problèmes qui ne sont pas décrits au centre d'hémodiotransfusion, un équipement pour l'hémostase, on a détecté une anomalie, on a contacté le fournisseur, il a contacté le fabricant, il a trouvé la solution et il l'a fait, on a un peu partout le monde entier. Donc, c'est l'expérience de l'utilisateur. Ce n'est pas le professeur chef de service qui a détecté ça, mais on a fait remonter l'anomalie, c'est des trucs parfois simples, donc on peut les valoriser. La criticité est variable en fonction de chaque méthode. C'est quoi la criticité? C'est quoi la criticité? Je peux dire la criticité. Le laboratoire, par exemple. C'est quoi la criticité? Criticité, c'est critique sur le. Voilà, j'ai une critique. Critique. Exactement. Les limites. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. On vous entend. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Une seconde, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Donc, c'est quoi la criticité? Je peux dire la criticité. La criticité, c'est... on va voir.
criticité et la probabilité font la gravité. ولا les limites de tolérance. Chose. La criticité, c'est bien, ça c'est bien, hein. Donnez un avis sur les... Chose. La criticité en général, c'est la multiplication. C'est-à-dire la multiplication. La criticité, c'est la multiplication par la gravité. La gravité. C'est la multiplication. La criticité, c'est égal gravité fois fréquence Probabilité. fois détectabilité. Là où le mot-clé. Chauffe, un risque où il a une anomalie quand elle est très grave. Par exemple, quelle est l'erreur de groupage. Quelle est l'erreur de groupage. Par exemple, une glycémie basse. On prend l'exemple d'une glycémie. Normalement, elle est normale. Là, on donne une valeur basse. Donc, la gravité, c'est en fonction de l'impact sur le malade. C'est l'impact clinique. هذا نزيدوا له une dose d'anticoagulant, نغطوا له l'antibiogramme antibiotique café, etc. Donc là, c'est l'impact على المريض اللي راح يموت la gravité. Soit il mourut كيما يديروا في الكوباج, ou des fois ما كاين والو, on peut le faire, même le médecin il fait de grave résultat, d'accord. Il y a la fréquence. L'erreur قادرة تكون مرة في اليوم, مرة في لاسيري, مرة في السمانة, مرة في العام, مرة في 10 سنين. هذه سي لا فريكونس. على قد ما يكون لو ريسك كراف ويكون فريكون, على قد ما يولي كريتيك. داكور. مي ان ريسك كي ني با كراف مي كي ني تري فريكون يولي كريتيك. داكور. Et D, c'est la détectabilité. Détectabilité. Qui connaît un moyen pour contrôler, pour vérifier l'anomalie, l'erreur. C'est moi la détectabilité, elle est élevée. D'accord. Si la détectabilité est faible, donc là, le risque est plus critique. Donc là, quand on dit détectabilité, le facteur est la non-détectabilité, c'est-à-dire 1 sur détectabilité. Donc, le risque يكون خطيرة بزاف, critique, qui يكون soit grave, soit fréquent, soit ما عندناش le moyen باش نديتكتيوه. Si, par exemple, la gravité, on ne peut pas la changer. Par exemple, la navotoflacaria ou la navotoflagopage, on ne peut pas la changer. On peut jouer sur la fréquence et on peut jouer sur la détectabilité. Parmi les outils de la détectabilité, c'est le contrôle qualité. Voilà. Ça, c'est une notion importante. Donc là, il incombe le laboratoire de définir pour chaque méthode les conditions de la maîtrise de chacune des données d'entrée susceptibles d'affecter les résultats. Et là, c'est la méthode 5A. Je fais à peu près tâche. Donc, pour chaque méthode qualitative, par exemple la culture cellulaire, technique d'agglutинation, lecture microscopique, etc. Donc, on fait une méthode de 5-1. Il y a aussi le contrôle des méthodes et des réactifs. Donc, on utilise des témoins positifs, des témoins négatifs, etc. Donc, la vérification de la réaction passe par l'utilisation de témoins réactifs positifs et négatifs, validant l'étape du processus concerné. Donc, voilà. Donc, on va contrôler, mais chez le résultat, on va contrôler tout l'environnement. Tout l'environnement
Si le processus analytique contient plusieurs étapes, dans la mesure du possible, chacune d'entre elles fera l'objet d'une vérification par un témoin réactionnel adapté. Maintenant, l'exemple, c'est les techniques d'agglutination en immunohématome. Par exemple, les techniques ELISA, les techniques sérologiques. 5M, c'est le 5M, c'est matière première. Par exemple, matière première terminale, c'est l'échantillon d'ordonnance. Pour l'échantillon, il coule non conforme. Pour l'échantillon, il coule non conforme. Le résultat est non conforme. Donc, matériel, les équipements. Méthode, c'est les méthodes. Main d'œuvre, c'est le personnel. Est-ce qu'il connaît l'appareil, a fait interpréter le contrôle. Milieu, c'est la température et le locaux. Donc, il y a donc les 5 mains. Donc, je termine par l'exemple d'ELISA. Avant de lancer, de répartir les échantillons, on peut faire une lecture de la plaque, qui vous met le zéro, le blanc. Ça, on peut le faire donc, avant de mettre déjà de commencer à mettre les... Donc là, on va parler de l'évolution. Le contrôle qualité. Je n'ai fait une planche, les généralités, qui fait la qualité. Un contrôle qualité, la prévention de la maîtrise, l'assurance qualité, maîtrise, management qualité, qualité totale. Maintenant, le contrôle qualité lui-même qui fait Stover. Il faut dire que le contrôle qualité, même dans le laboratoire, dans l'industrie, surtout dans la révolution industrielle, où ils ont fait les objets qui mettent des ampoules. Les réflexes les anciens qui je dis non, pour les vérifier ce que je donc c'est le client qui le contrôle qualité. Parce qu'il y avait des millions d'ampoules défectueuses par jour, les années 30, les années 20, par rapport à ça. Donc ce réflexe, il est là encore. Il y a aussi l'expédition. Donc le contrôle qualité, il faut dire que c'est grâce à l'industrie, et surtout l'industrie militaire de la Deuxième Guerre mondiale. On voit les pauvres, la première génération. Donc la première génération, c'est le diagramme de Lévi-Jennings. Les appareils, la plupart des appareils, donc les automates, il y a une informatique embarquée, il y a un écran, un logiciel. Il y a des modules, il y a le Lévi-Jennings. Donc, ça a commencé au début des années 50, surtout avec le Chinois. Donc, c'était appliqué pour les méthodes manuelles de dosage. Donc, on met les contrôles, jour pour jour, on explique la moyenne, les tendances et les cartes. Et la méthode, la carte, elle permet de représenter les points, les contrôles, en fonction de l'écart à la moyenne par rapport à la déviation standard, par rapport à l'écart. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, le comportement des points. La deuxième étape, la deuxième génération, et ça va faire l'objet du module suivant de chez nous, détailler ça, parce que ça nécessite une concentration. On tourne au mèche pour la première fois par an. Une concentration, des petits exercices. Mais par expérience clé, malheureusement, les mails de façon continue. Je suis des mémoires, des activités ou la communication. Mais il y a beaucoup d'appareils, beaucoup d'automates qui font la fonction malheureusement, ça c'est le retour d'informations qu'a les fournisseurs. Il y a 7 ou 8 fournisseurs différents. Il y a des automates en Algérie. Il y a que la plupart des utilisateurs n'utilisent le module contrôle qualité, mais il y a un foulouche. Donc, c'est pour ça qu'on va donner les bases et les outils. La prochaine fois, on va faire carrément des ateliers. Vous pouvez le faire déjà. Chaque DSP peut faire ça pour son personnel, même chaque service. Donc, les règles de Westphal, donc elles combinent déjà 2 niveaux de contrôle. Il y a plusieurs règles associées.
Donc, le but, c'est de limiter le taux de rejet erroné. Rejet erroné de quoi? C'est les séries. On fait un contrôle, et bien dans la machine d'air, on rejette la série. On a la série, l'analyse. Donc, elle correspondait à peu près à 4,5 minimum, 4,5% de rejet par. C'est-à-dire, pour on a 100 échantillons, quand on fait du contrôle, si on n'applique pas les règles d'OSCAD, là on sera obligé de rétablir l'appareil. Le client n'est plus satisfait, parce qu'il y a un retard, ou le prélèvement, etc. Deuxièmement, développer en même temps que la première génération d'appareils automatisés au laboratoire de biologie. La troisième génération, c'est la conception de multirègles individualisées basées sur des exigences cliniques et réglementaires. Donc là, c'est des objectifs cliniques, c'est des cibles, c'est des cibles, etc. Et maintenant, il y a beaucoup de consensus, beaucoup de recommandations, et s'applique surtout à des instruments, des technologies beaucoup plus fiables que les années 60, 70, 50. Donc c'était surtout les années 80 que la troisième génération a pris compte. La quatrième génération, là, elle combine ces procédures de contrôle qualité pour assurer leur efficacité technique et économique. Ils prennent en compte de nombreux facteurs, performance analytique, la justesse, la détection des méthodes, de mesure, et l'évaluation des performances des procédures de contrôle qualité, c'est-à-dire le nombre de passages, ce qui est efficient de faire un passage chaque 60 prélèvements, chaque 1000 prélèvements, etc. Et surtout des objectifs cliniques, c'est-à-dire quel est le niveau d'erreur médicalement important, c'est-à-dire l'erreur critique. Bon, je donne un taux de une glycémie qui est un peu élevé, ou un peu diminué, mais un peu, un peu. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 5%? Est-ce que c'est 20%? Donc là, l'évolution du contrôle qualité était surtout par l'étude et l'établissement d'objectifs cliniques. Donc là, c'est l'impact sur le patient. La cinquième génération, donc elle a profité du développement surtout de l'informatique, et des systèmes d'information. Suite à l'introduction du système d'information performant dans les labos, et par le développement de logiciels spécifiques de gestion du contrôle qualité. Est-ce que le son est mal? Je vois une main qui dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'écoutez? Très bien, parfait. Très bien. Donc là, maintenant, c'est carrément l'intelligence artificielle qui, vous imaginez, des millions de contrôles qualité de l'hémoglobine glyquée qui sont versés dans des clouds, des organisateurs de contrôle qualité à travers le monde. Donc vous imaginez, et d'ailleurs c'est l'importance du contrôle interne externalisé, du contrôle externe. Donc on a le retour d'expérience des milliers, voire des centaines de milliers d'utilisateurs à travers le monde. Donc même la machine, l'appareil, donc quand il fait de la cadence, quand il utilise un contrôle, surtout avec un même lot. Donc en général en biochimie, en hémostase, c'est possible. Tout ce qui est lyophilisé, conservé, c'est faux. Tout ce qui est cellulaire, c'est difficile. Par exemple, les échantillons d'allémato, dans la bactério, par exemple. Donc ça, c'est difficile d'utiliser un même lot. Ça ne dépasse pas en général les 3 mois. Par rapport à d'autres qui doivent jusqu'à 3 ans, même voire 4 ans. Il y a des contrôles de 4 ans de stabilité en lyophilisé. Voilà. Les outils du contrôle qualité, donc c'est surtout
les statistiques. C'est surtout les statistiques pour les techniques quantitatives, l'analyse du risque avec les témoins et les contrôles pour le qualitatif. Donc, il y a les cartes de contrôle, c'est la ANS pour la ANST, maîtrise statistique des procédures. Diagramme de Newton, donc Lucozon pour la carte de contrôle des sons cumulés, etc. Donc, les règles de Westgate, l'objectif juste, c'est de les introduire. Bon, je vous ai préparé des exemples. Donc, je ne sais pas si finalement pour les aborder, mais quel que soit, c'est une formation à part. L'analyse des règles de Westgate est une formation à part parce qu'elle est très très importante. Donc, c'est des règles d'interprétation des diagrammes de Leibniz, mais qui utilisent deux niveaux là. Hein. Le but, c'est de faciliter l'identification des erreurs en donnant une indication sur leur origine, soit systématique, soit aléatoire. Vous imaginez 11 valeurs de contrôle, ils jouent تحت la moyenne d'un quartier. Voilà بعدها. Donc, ça permet aussi d'anticiper la survenue des erreurs. Il y a maintenant des logiciels qui sont disponibles pour le traitement des données, hein, comme l'unitariat, par exemple, hein, qui peut s'utiliser. Par exemple, il y a des trucs Excel, sous Excel, facile. Hein, mais l'idéal, c'est de le faire de façon instantanée, en temps réel, sur l'appareil. La plupart des appareils maintenant offrent cette possibilité. Les différents types d'erreurs, c'est une des questions hein, c'est l'erreur grossière, l'erreur systématique et l'erreur aléatoire. L'erreur grossière a pour origine hein, le non-respect des bonnes pratiques, l'inattention, la négligence et la fatigue. Par exemple, erreur d'utilisation de réactifs, inversion d'échantillons, etc. Son traitement, c'est quoi hein, c'est des procédures, une bonne organisation, le respect des bonnes pratiques et la vérification des outils. Et surtout, la compétence. La vérification des compétences. Par exemple, parmi les causes d'erreur, c'est la charge. Quand on a une grande charge, on peut faire une erreur de saisie. C'est pour ça, les urgences, il ne faut pas, surtout les urgences, il ne faut pas les surcharger. Ça, c'est important. À côté des erreurs grossières, il y a les erreurs systématiques. Donc, ça concerne la justesse. Hein? Où est la justesse? Vous répondez. C'est quoi la justesse? Hein? Est-ce que c'est un produit, c'est un résultat léger qui m'a la valeur de contrôle, ou là c'est un résultat qui peut la même fois, la même chose, le même échantillon, le même contrôle 10 fois, 100 fois, il me donne le même résultat. C'est quoi la justesse? Hein? Vous commencez à demander justement, c'est à la fin, hein, c'est en fonction. Contrôle insuffisant, les causes, vieillissement d'instruments, systématique par exemple, si la tubulure ou le système de pipetage automatique, c'est-à-dire la pompe, hein, elle commence à perdre de l'air. Hein. Donc là, le volume aspiré, il est faible. Par exemple, le vieillissement d'instruments, le capteur, hein, une cuve, par exemple, la spectrophotomètre, la lumière comme avant, etc. Exemple, l'évaporation du solvant, mauvaise température, erreur de calibrage. Donc, le traitement, c'est la calibrage et la compensation. Donc, à côté de l'erreur grossière et systématique, il y a l'erreur aléatoire hein, qui concerne la fidélité. L'origine, c'est l'instabilité instrumentale et les conditions de mesure. Par exemple, imprécision du pipetage, altération des réactifs, instabilité de la température. Le traitement se fait par une analyse statistique dans les conditions de répétabilité. M, c'est la moyenne. S, c'est pour standard déviation, c'est l'écartier. Ou le CV, c'est le coefficient de variation. Donc, ça, le module 2, on va bien détailler ça. Donc, on doit maîtriser ça. Hein, on doit le maîtriser. Donc, mais aujourd'hui, c'est juste que
une vue d'ensemble et des bases. Parce qu'en général, le contrôle qualité, c'est 30 heures, c'est pas 3 heures de formation. Voilà, donc pour avoir une idée. Donc ça, c'est une distribution gaussienne normale. On a un résultat, par exemple, 30 fois. Hein, mais il n'a toujours la même valeur. On a des valeurs peut-être la moyenne ou des valeurs chouïa la moyenne. Il faut que la moyenne. Mais c'est la même quantité des résultats. Presque la moyenne, la moyenne, c'est la médiane. C'est la médiane. C'est la population. Donc il y a des erreurs totales, des erreurs systématiques qui concernent surtout la justesse. Donc on va voir un exemple très simple. Là, il est très simple, c'est très classique. Donc on va jouer un peu aux fléchettes. Donc il y a trois mesures, plutôt 4 mesures, hein, 10 ml pour 4 opérateurs. Donc là, on a des variations, des données différentes pour chaque opérateur. Donc 10.03, 0.5, 11.13, 11.05. Ça, c'est un classique hein, pour expliquer ce que c'est justesse et fidélité. Donc, le premier, il a une coefficient de variation de 1,19. Je vous les résultats ils sont aux alentours de 10. 9,95, 10,15. 9,90, maximum, et 10,10 ou 10,15. Il est proche, il a une moyenne de 10,3, mais surtout un coefficient de variation faible par rapport aux autres et un écart type faible aussi par rapport aux autres. C'est-à-dire, plus qu'on a un coefficient de variation important, hein, plus qu'on a une dispersion, donc on a un coefficient de variation important. Donc la technique, elle n'est pas fidèle. Ça peut être juste, mais pas fidèle. Donc elle est fidèle, mais elle n'est pas juste. Donc on va commencer par le premier cas, c'est la norme, hein, c'est-à-dire c'est la performance. Donc ça, le jeu de fléchettes, donc, on touchait la cible 4 fois. 4 fois, ils étaient dans les 95%. Une cible, c'est 95% des résultats. Donc on peut dire que la méthode, elle est juste, hein, elle est juste et fidèle. Donc voilà, donc c'est pas, donc là, c'est la moyenne, donc c'est réparti de façon égale, ou en même temps c'est pas plat. Donc les résultats kamel aux alentours de la moyenne. Donc on dit que le juste est fidèle. Là, la valeur, elle est juste, parce que j'ai la moyenne. Ils ont trouvé des résultats qui n'ont pas, mais elle n'est pas fidèle. Donc, vous voyez là, donc, ils ont raté la cible à plusieurs reprises. Donc, là, il y a un élargissement de la culture. Là, juste, mais fidèle. Il n'est pas ni juste, ni fidèle. Un coefficient de variation كبير, un coefficient de variation كبير, ou bien sûr un écart type كبير. Donc, la même chose, il est fidèle, c'est-à-dire, il dit la même chose, toujours la même chose, c'est-à-dire, ما يغلطش في la prise terme. Mais réellement, peut-être s'il prend par exemple l'habitat, il pousse un peu plus le piston, mais il le fait toujours de la même manière. ماشي كيما هذا كل مرة ساعي فيه bon prix, ساعي فيه mauvaise prise. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on appelle la justesse et la fidélité. Donc la fidélité qui m'a c'est l'étroitesse de l'accord entre les résultats d'essai indépendants sous des conditions stipulées, c'est-à-dire la répétabilité, la fidélité intermédiaire et la reproductivité. La répétabilité, dans l'échantillon, les mêmes conditions, la même série, le même jour, hein, en même temps, avec la même personne, plusieurs fois, par exemple 30 fois ou un peu plus, 40 fois, ça dépend. Ça dépend, est-ce que c'est un examen de routine ou un examen spécialisé, fréquent, rare, etc.
La fidélité intermédiaire, donc, elle change soit les opérateurs, soit les équipements, et sur un intervalle de temps étendu, c'est-à-dire des séries différentes, Lyon, Redois, Vers-Redois, etc. Par rapport à la répétabilité des termes dans une même série. Donc, la reproductibilité, c'est le même échantillon, la même méthode, mais on va changer les laboratoires, on va changer, bien sûr, quand on change le laboratoire, c'est l'opérateur qui change, et aussi les équipements peuvent être changés. La justesse, c'est l'étroitesse de l'accord entre la valeur moyenne obtenue à partir d'une série de résultats et une valeur de référence acceptée. L'exactitude, les notions, le premier jour, je suis bizarre parce que maintenant, je suis mais vous allez voir que c'est très facile de les manipuler, maîtriser. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est pour ça qu'on a les bases. C'est la théorie. Mais en pratique, vous allez trouver que c'est très très facile. L'exactitude, c'est l'étroitesse de l'accord entre une valeur mesurée et la valeur de référence acceptée. Donc, voilà, si on réalise un nombre infini de mesures sur le même échantillon biologique et dans les conditions de répétabilité, c'est-à-dire comme si on obtient une série de résultats qui se répartissent avec des fréquences qui suivent une distribution normale caractérisée par la courbe de Gauss. La courbe de Gauss, chauffe. Même pas 70% des résultats entre une moyenne plus un écart type et une moyenne moins d'un écart type. Ça veut dire que dans le sévère, on va refuser 30%, alors qu'il n'y a pas une incidence ou une importance. Donc, quand on prend une moyenne, juste ici dans le deuxième écart type, moyenne plus deux écarts types, et moyenne moins deux écarts types, c'est-à-dire un étendu à 4 écarts types, donc égale 95%, plus de 95% des résultats, 95,4% des résultats, ils jouent l'intervalle. Donc, si on rajoute un troisième écart type, bien sûr positif ou négatif, donc on aura 6 écarts types, donc on va faire 99,7% des résultats. Donc là, on passe aux exigences normatives et accréditation par rapport au contrôle qualité. La norme, qu'est-ce qu'elle exige? D'abord, pour les analyses de type quantitatif, le laboratoire doit utiliser régulièrement, le mot-clé c'est régulièrement. C'est pas montadama. Mais c'est pas montadama des contrôles internes. À cet effet, il doit, encore une fois, c'est obligatoire, définir sa stratégie par rapport à la fréquence de passage qui m'a dit. Est-ce qu'il le fait avant la question d'Albert, qu'on le fait avant, on le fait après. Mais le plus important, avant c'est pour commencer, mais après, à la fin de la série, c'est pour valider est-ce que le contrôle qui m'a dit ou là. Donc la fréquence de passage, est-ce que chaque heure, chaque 30 prélèvements, chaque 60 prélèvements, etc. Les niveaux, par exemple normal pathologique, mais est-ce que pathologique bas, est-ce que pathologique élevé, etc. Les bornes ou les limites d'acceptabilité, le pourcentage, les limites, les règles, d'alerte, les règles d'alarme, etc. Les règles de validation et exigences de performance en termes de fidélité. Donc, le laboratoire définit et décrit la notion de série ou chez la série en fonction de son activité et des types d'examens réalisés. Donc, là, je rejoins la série. C'est pour ça, par exemple, nos confrères des services, ما يبعثولناش لي بريلافمون واحد على 7 تاع الصباح واحد على 11 واحد على 2 واحد على 4 لا يبعث
en dehors des urgences. Comme ça, on peut réellement faire de la série, on fait les contrôles correctement. Et c'est la pratique internationale de la biologie. Donc, il met en œuvre des contrôles internes sur plusieurs niveaux de concentration, en début et en fin de série. C'est important. Il est indispensable de faire le contrôle au début ou à la fin de série. Parce que quand le contrôle à la fin de série est totalement différent à l'état du début, ou comme résultat camel ne peut pas être validé. Ou s'il est validé ou distribué, c'est-à-dire transmis les services, les malades, on doit le contrôler, on doit le vérifier. Donc aussi, à fréquences définies, soit le temps, soit le nombre d'analyses, en fonction d'une analyse argumentée, c'est-à-dire les documents. Et des spécifications des méthodes ou en cas d'intervention sur le processus analytique. Par exemple, si on change les réactifs, si on fait des maintenances, par exemple, si on change une pompe péristaltique, si on change par exemple une lampe UV, si un détecteur, etc. L'alignement, c'est important. Qui met un appareil, une paillasse à paillasse, ou une unité, c'est tous les gros appareils. Hein? En général, il y a un dérèglement des alignements, surtout des aiguilles et tout. Donc, là, on doit faire des contrôles pour vérifier. On doit définir aussi des seuils d'alarme et d'action. Et ce qui est marqué en rouge est vraiment important. En cas de contrôle interne correctement conforme, le laboratoire médical s'attache à évaluer l'impact sur les résultats rendus depuis le précédent contrôle interne conforme. Quel est le contrôle de l'un de semaine? On ne sait pas qui j'ai un contrôle après, qui n'a le contrôle non chimique classe. Donc, nous avons les résultats non chimiques. Donc, pour vérifier, est-ce que pour le dernier contrôle conforme? C'est pour ça, dans la slide précédente, on doit faire régulièrement les contrôles. Voilà. Pardon. Si le laboratoire dispose de plusieurs systèmes analytiques, c'est-à-dire plusieurs automates, ou c'est le cas dans la plupart des cas. Par exemple, pour les analyseurs de secours backup, on a un équipement mobile ou équipement qu'on était en panne, mais qui est réactif, contrôle même chercher mobile. Donc là, on doit faire une comparaison, on doit faire des contrôles de tous les systèmes, même s'ils sont identiques, même s'ils ne sont pas backup. Donc, il apporte par ces programmes de contrôle interne et leur exploitation journalière la preuve que les résultats fournis pour ces différents instruments ou méthodes sont compatibles. Avec trois automates de douche ils doivent être contrôlés de la même manière, au début et à la fin de série, Mabada. Les contrôles internes peuvent également faire l'objet d'une comparaison avec les résultats d'autres laboratoires au sein de programmes de qualité interne et externe. Un échantillon pour contrôler par exemple une FMS, dès le contrôle ou la TEC, le même, un contrôle commercial, dire un laboratoire, dire nous comparer. La comparaison de la moyenne obtenue avec la valeur cible permet d'établir une approche de la justesse. Je dis bien une approche. Cette comparaison est complémentaire des évaluations externes d'un cas. Maintenant, on va toucher maintenant un point très, très, très important. J'attire votre attention. Je sais, Ramadan, c'est un peu particulier. Mais ça empêche. Donc là, on va aborder une approche d'analyse de risque. L'analyse de risque, maintenant, elle gagne. C'était la dernière version de 2015, de la norme fusionnelle 1. Et toutes les normes religieuses des versions jeunes, ils vont utiliser l'analyse de risque, par la force des choses. L'analyse de risque, c'est un processus. C'est uniquement pour
la mise en place du contrôle interne qualité. Bon, il manque un S par mise. Donc, si on veut faire du contrôle qualité, où sont les résultats, où sont les problèmes, où sont les risques, où sont les erreurs qu'on doit identifier avant de procéder au contrôle. Donc, cette étape est la première qui est essentielle dans la mise en place d'une stratégie de contrôle. Donc, avant de négocier les contrôles, avant de le plus important, le personnel, surtout les anciens, ceux qui ont une expérience, ou qui ont fait des stages, ou qui ont fait des formations, où ils vont identifier les risques. Un tableau, le risque, la mise en place du contrôle, ou sur les mesures préventives, ils se prennent dans quelque chose de risque. Donc, elle consiste en un inventaire des risques analytiques pouvant entraîner un résultat potentiellement erroné. Je vous ai résumé 10 principaux risques identifiés qui sont connus dans la littérature scientifique maintenant. Premièrement, détérioration du réactif au cours de l'expédition. C'est pour ça qu'il est suggéré que le réactif ou le contrôle normal pathologique, mais juste la même expédition. Parce que qui a un problème de température ou un problème de conservation du transport, quand un réactif et quand le contrôle qualité, c'est-à-dire normal ou pathologique, une anomalie combinée, le contrôle n'est que chiffre clair. C'est pour ça, pour éviter ça, on demande que l'expédition une différence entre réactif et contrôle. Deuxièmement, interaction de l'équipage. Troisièmement, présence de microcailloux obstruant totalement ou partiellement le système de filtrage. Donc là, c'est un problème qui est très fréquent. Donc il y a des automates qui ont des modules, des instruments, des moyens pour vérifier le volume de filtrage, la détection des cailloux, la pression et tout. Et il y a des systèmes qui n'ont pas ces détecteurs. C'est pour ça qu'on doit bien utiliser la phase pénalitique. Les maintenances défaillantes ou insuffisantes, la détérioration du réactif en cours de stockage dans le laboratoire, les pannes bloquantes ou non bloquantes, ou dérives du système analytique. Septièmement, les conditions environnementales non maîtrisées, vous avez très bien cité au début, la température, la variation au cours du temps, l'humidité, surtout pour les techniques de chimie sèche, par exemple, et pour tous les automates réactifs, bien sûr. L'eau de préparation injectable dans un truc, les conditions environnementales, plus la reconstitution des réactifs ou l'aflavage et les solutions de lavage. Huitièmement, les dérives au cours du temps de la méthode, l'importance, erreur par effet opérateur pour les méthodes manuelles et pour les méthodes automatiques. Donc, à les risques, on doit les identifier maintenant, le contrôle qualité. On passe maintenant au contrôle interne de qualité. Donc, il y a la comparaison interlaboratoire. Il y a la comparaison interlaboratoire. Il faut dire qu'en Algérie, il n'y a pas beaucoup qui font le contrôle externe de la qualité. On n'a pas des organismes qui font ça. Donc, l'évaluation externe, elle se fait sur des échantillons de résultats inconnus, est une obligation pour l'ensemble des analyses, y compris les EBMD. C'est quoi? C'est la biologie médicale délocalisée. Les examens de biologie médicale délocalisée. C'est-à-dire les analyses اللي يداروا في السيرفيس عند المريض. يعني des analyses اللي يداروا في السيرفيس هنا اللابوراتوار هو المسؤول عليه ماشي لو سيرفيس. Donc toutefois tous les examens de biologie médicale ne bénéficient pas. Il n'y a pas des programmes d'évaluation externe pour tous les analyses. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser les comparaisons inter-laboratoires.
Donc, avant l'octroi d'accréditation, c'est les exigences par rapport à la norme, que ce soit initial, c'est qui demandait une extension des analyses, l'organisme d'accréditation procède à l'examen des résultats obtenus par le laboratoire aux évaluations externes de la qualité lorsqu'elles existent et sont pertinentes. Donc, là, il va étudier en détail les documents. L'évaluation externe de la qualité sur des échantillons de résultats inconnus est une obligation pour l'ensemble des analyses, y compris maintenant les examens de biologie médicale délocalisés. Lorsque les résultats obtenus remettent en cause la qualité des examens accrédités ou objet de la demande d'accréditation, et en absence d'action corrective efficace, l'organisme d'accréditation, par exemple en Algérie, c'est Algérac. Mais par exemple, par exemple, une direction, on peut faire l'exemple d'un Covid, si l'Institut Pasteur fait le contrôle qualité dans la PCR, dans les hôpitaux. C'est lui l'organisateur, c'est lui qui donne l'autorisation. Je donne un exemple. Donc là, il peut prendre des mesures appropriées, soit un renforcement de contrôle, des audits, soit retrait carrément de l'autorisation, de l'agrément de faire des examens de exemple. Donc jusqu'à le refus d'accréditation ou la suspension de l'accréditation. Donc là, c'est un peu les systèmes référentiels normatifs. À la fin, c'est quoi vraiment le système qualité? Mais le plus là, c'est l'ISO 15189 qui concerne la laboratoire d'analyse de biologie médicale, exigences particulières concernant la qualité et la compétence. Donc là, c'est pour la qualité. D'accord? Voilà. En conclusion, la connaissance des bases et des outils du contrôle qualité au laboratoire est indispensable pour le biologiste. Et aussi, le technicien du laboratoire, le pharmacien, le directeur de l'hôpital, le ministère, etc. Donc, tous les acteurs. La connaissance des méthodes analytiques, quantitatives et qualitatives et des objectifs cliniques est un préalable à la planification du contrôle qualité. Le contrôle qualité permet de donner confiance aux résultats du laboratoire et cette confiance n'exclut pas, bien sûr, le contrôle. Donc, le contrôle est de façon continue. Et enfin, et ça c'est un point très important, aujourd'hui à mettre en considération, c'est que vaut mieux s'occuper à faire de la qualité qu'à faire plus du contrôle qualité. Donc là, on va contrôler la qualité, mais avant de faire le contrôle qualité, laisse dire la qualité, mais je contrôle pas. Mais si je avec les analyses, des analyses comme ça, on va me contrôler ou non. Donc, il faut faire d'abord de la qualité, oui, faire du contrôle qualité. D'accord? Donc ça c'est... Est-ce que vous avez des questions?